Je poursuis mes réflexions d'ordre linguistique sur la notion de la règle et de l'exception. On dit souvent l'exception confirme la règle. Quand nous empruntons quelque chose, à une langue, un corpus, quel qu'il soit, nous risquons de tomber sur des exceptions et de généraliser à partir de ces exceptions. Et si on ne connaît pas bien le sujet, on ne sait pas si on part de la règle ou de l'exception. C'est comme par exemple quand on rencontre, vous savez la même histoire du type qui arrive en Angleterre et qui voit une femme rousse et dit toutes les femmes sont rousses. Ou c'est le contraire, je ne sais pas exactement si c'est en arrivant en France ou en Angleterre, peu importe. Mais le risque est patent de partir d'un exemple en disant cet exemple il est caractéristique, alors qu'en réalité il est l'exception. Et ça nous pend au nez en permanence. Donc en français, nous avons la règle qui veut que le masculin et le singulier prennent des formes courtes et le pluriel et le féminin prennent des formes longues. Mais nous avons des exceptions. Et malheureusement, dans certains cas, l'anglais, quand il a emprunté au français, il est parti des exceptions et non pas de la règle. Parce que nous avons en français, par exemple, des verbes comme riche, où il n'y a pas de marqueur différent pour le masculin et le féminin. Ou des verbes comme chante, où il chante au singulier ou il chante au pluriel, ça s'entend de la même manière. Donc ce sont des exceptions. Alors qu'en revanche, par exemple, je finis, ils finissent, là, il y a une différence. Ou grand et grande, il y a une différence. Donc si je tombe sur... Donc apparemment l'anglais, dont on sait qu'il est en faveur de verbes invariables, d'adjectifs invariables, il est parti pour constituer cette théorie des exceptions de la langue française en ce qui concerne les adjectifs et en ce qui concerne les verbes. Voilà le nerf de la guerre, voilà la clé du problème. La morphologie, la grammaire anglaise sont fondées, puisque ça vaut aussi pour les noms qui sont pas, les verbes qui ne sont pas d'origine française, et aussi les adjectifs qui ne sont pas d'origine française, sont fondées sur un emprunt malheureux au français, parce que c'est une langue qui comporte des exceptions. Et comme en plus les exceptions sont plus faciles à gérer que les règles, puisque là en l'occurrence l'exception est une simplification des marqueurs, ou même une suppression des marqueurs, on peut être tenté de dire, oui c'est très bien, on va prendre des cas où il n'y a pas de marqueur, ni de singulier, ni de genre, ni de pluriel, ni de nombre, et puis voilà. Et voilà, on va se faire cette idée l'anglais. Or, en fin de compte, le français est beaucoup plus complexe que ça, et la règle du français, c'est au contraire qu'il y a une binarité entre le singulier et le pluriel, entre le masculin et le féminin. C'est ça qui fait le génie de la langue française. Et donc ce génie de la langue française, lui, il n'est pas transmis à l'anglais. Mais on pourrait extrapoler en disant que dans d'autres domaines, c'est pareil. On emprunte parfois des choses qui sont atypiques finalement chez l'emprunteur. Et on bâtit toute une théorie à partir de cas exceptionnels et on passe à côté de ce qui fait la règle usuelle de l'emprunteur. Que ce soit dans le domaine de la langue, que ce soit dans le domaine de la société, etc. L'emprunteur génère du barbarisme, génère des formes qui n'existent pas dans la langue d'origine ou dans le modèle d'origine. On pourrait toujours dire que c'est pas plus mal, c'est possible, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que l'erreur, et j'ai beaucoup travaillé en linguistique sur la question de l'erreur, la linguistique de l'erreur, par exemple. L'erreur, j'ai même fait un ouvrage qui s'appelle Éloge de l'erreur en 90, dans un ouvrage pas tout seul, mais avec d'autres personnes comme Alain Kieser et Anne Rose, aux éditions Lire le Courrier, Éloge de l'erreur, créativité de l'erreur. Donc l'erreur est créative, c'est vrai, elle peut générer des choses
inédite, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de l'erreur, d'une certaine manière. Autant, d'une certaine manière, l'erreur va déstructurer les choses, va perturber les choses, notre perception des choses, mais en même temps, elle peut être créative, notamment dans le domaine artistique, évidemment. La notion d'erreur dans le domaine artistique ne fait pas grand sens. Est-ce que Picasso fait des erreurs lorsqu'il fait un tableau, le tableau d'une femme? Bien sûr que non. La question qui se pose, c'est de savoir si quand on est décalé par rapport... Parce qu'il y a le mot erreur, et puis il y a le mot nouvelle grille. Voyez-vous, par exemple, quand le français emprunte à l'italien, il supprime les voyelles finales, comme par exemple, au lieu de dire Leonardo, il dit Léonard, il ne commet pas une erreur. Il ne commet pas une erreur. Il considère simplement qu'en français, on ne met pas des voyelles en O et en A à la fin des... bon, voilà, et qu'il faut changer. Donc le français a élaboré toute une théorie de francisation de l'italien, mais délibérée, qui n'est pas une question d'erreur d'interprétation de l'italien ou de compréhension de l'italien, alors que l'anglais, lui, n'a même pas cherché à établir son propre modèle, mais